Il y a un truc qui me pose souci dans l'impression 3D filament en multicouleur, c'est la quantité de déchets et la vitesse lente en général de ces machines à cause du changement de couleur. Ce qui veut dire que personnellement, c'est pas que j'aime pas le multicouleur, au contraire, je trouve ça génial, mais je me restreins à crever. Alors, j'ai testé notamment une machine qui a plusieurs bus, qui accélère les choses, mais c'est quand même déjà beaucoup plus cher, il y a quand même des contraintes. Et depuis quelques temps, on commence à voir un peu des évolutions et justement la démocratisation des imprimantes avec plusieurs têtes. Notamment Snapmaker avec la U1 qui a lancé un Kickstarter qui a cartonné complètement, annoncé il y a à peu près un an, avec une machine qui propose 4 têtes pour aller plus vite dans les impressions. J'avais fait une news créative. Au moment de l'annonce, j'étais quand même, je m'interrogeais et tout, c'est l'air quand même plutôt pas mal. Le Kickstarter est sorti avec un prix beaucoup plus agressif que je l'imaginais, surtout que Snapmaker est une marque plutôt très qualitative haut de gamme, on va dire. Et je l'ai vu au Formnext en Allemagne, au salon, en novembre donc 2025. Et là, en vrai, je me suis dit, en fait, elle est vachement mieux. Et j'avais fait justement un récap du Formnext où je disais que nous tous youtubeurs présents s'est dit tous oh, franchement ça a l'air classe, mais entre la voir et la voir, c'est pas la même chose. Bref, dans ce test, je vais vous parler un petit peu tout ça. Sachez quand même, dès maintenant, je vous spoil la fin, la machine, elle est arrivée chez moi. C'est devenu ma machine principale. Une fois que la vidéo va être tournée, elle va repartir chez moi. Là, en ce moment, je prépare une formation sur Fusion 360, une formation complète. Je teste tout avec les modèles, tout ça, les exercices. C'est une machine, je vous le dis dès maintenant, quand même plutôt cool. Bref, on va voir directement tout ça pendant le test. Et d'ailleurs, pour des raisons de transparence, Snapmaker me l'a envoyé gratuitement. Ça fait environ 1 mois et demi que j'ai la machine. Vous avez bien sûr en description de la vidéo les liens affiliés si vous voulez acheter la machine. Cliquez dessus, ça supportera la chaîne, ce qui ne changera rien pour vous. Tant que vous y êtes, profitez des commentaires, posez des questions sur la machine ou votre retour si vous l'avez, ce que vous en pensez et tout. Bien sûr, vous likez la vidéo, vous vous abonnez, les choses assez classiques. Et puis, on va attaquer le test sur cette Snapmaker. On commence par directement le montage. La machine arrive dans un quand même assez gros carton. La machine est assez imposante en fait, en vrai. La machine pèse son poids. Vous remarquez qu'elle est quand même plutôt très très bien protégée, mousse, etc. Bulles. Il y en a un peu partout. Il y a beaucoup de petits scotch à enlever qui laissent pas de traces. C'est quand même important à préciser. Mais ça prend du temps. Et oui, le montage est pas si rapide que ça. Vous enlevez tous les éléments à l'intérieur de la machine, bien sûr, il y a des petits cartons et tout, vous allez voir, c'est pas anodin aussi le point, on va comprendre par la suite pourquoi. Toujours du scotch à enlever ici et là. Par contre, petit truc étonnant au vu de l'emballage, j'ai une espèce de protection en plastique qui était déclipsée sur le côté. Bon, ça sert clipsé, pas trop de difficulté, mais un petit peu étonné de ça. D'ailleurs, au passage, je livrais avec la machine une espèce de boîte à outils avec plus que je le pensais, de la graisse, brosse et tout, mais aussi une hot end d'avance, ce qui est quand même plutôt assez rare maintenant. Buse en 0,4 fournie avec vraiment tout ce qu'il faut, c'est quand même plutôt classe. Et surtout, vous avez 4 bobines de filaments qui sont proposées avec, ce qui est assez rare, et surtout des bobines de 500 grammes et pas genre 100 grammes ou 200 grammes, ce qui veut dire que vous avez de quoi commencer vos impressions avec sans aucun problème. Et en plus, c'est des buses RFID. Bref, on continue le montage, on met les tubes PTFE, il n'y a plus qu'à attaquer les têtes d'impression, vous voyez, donc des têtes individuelles, noires, assez compactes avec l'extrudeur et tout dessus. Donc il y a tout un procédé, sachant que la tête de gauche et les 3 têtes de droite, finalement, si on peut dire, sont pas vraiment les mêmes. Donc voilà, il y a une petite subtilité, mais on suit les étapes indiquées dans le petit manuel vidéo. Vraiment, je dis, ça prend du temps, mais c'est pas compliqué. J'ai pas eu de difficulté comme ça à suivre l'ensemble. On suit au fur et à mesure, on visse, on met les tubes PTFE, et puis à la fin, on se retrouve avec une machine entièrement assemblée. Et il n'y a plus qu'à lancer directement la machine et faire sa propre configuration. Bien sûr, vous choisissez la langue, le mot de passe Wi-Fi et tout. Vous scannez un petit code barre avec l'application pour connecter la machine avec le téléphone portable. Et il n'y a plus qu'à laisser entièrement la machine faire son travail de calibration. Il y a pas mal d'étapes en fait pour calibrer, notamment calibrer, bien sûr, il y a le plateau, tout ça, mais il y a aussi l'alignement des têtes les unes par rapport aux autres. C'est très bien fait, vraiment, il faut suivre les étapes, mais ça prend quand même du temps. Je ne sais plus quelle est la durée exacte, mais tout cumulé, ça prend une bonne demi-heure de calibration.
l'ensemble de la machine, mais bon, c'est pas grave. Pendant ce temps-là, on découvre un petit peu l'ensemble, ventilateur latéral auxiliaire, le plateau qui est pas vraiment isolé, voilà, machine qui continue pendant ce temps-là. Vous voyez ici la compensation de vibration, et il n'y a plus qu'à insérer les filaments sur le côté qui arrivent directement au niveau de chaque buse. Et gros avantage, ces bobines sont RFID, détectées par la machine directement. Il n'y a plus qu'à lancer une impression de test proposée avec la machine. Tout s'est synchronisé au niveau des filaments et tout. On lance l'impression, c'est un petit dinosaure tout à fait classique, avec sa tour d'amorçage, de purge. Je rappelle que j'ai fait une vidéo dédiée là-dessus, le pourquoi du comment de cette tour derrière. L'impression se fait et c'est quand même assez agréable de voir qu'on a très peu de petits déchets, mis à part cette tour. Et au niveau de l'impression, elle est quand même pas trop mal. Je m'attendais à un chouïa mieux, honnêtement. C'est du chipotage, mais les surplombs sont plutôt quand même bien gérés. Voilà, une belle impression, malgré une tour de purge quand même assez costaud de 20 grammes, alors que l'impression en elle-même en fait 22 grammes. Et mon premier test a été cette figurine 2013 faite par Lucky 13, qui est une figurine articulée, un peu comme on achèterait une maquette avec deux couleurs différentes. Mais là, pas besoin de faire du multicouleur séparé, juste de lancer comme ça l'impression. Le but est de voir c'est des choses relativement fines, les articulations et tout, est-ce que ça tenait bien au plateau. Et le noir, c'est très bien comporté. J'ai lancé directement le jaune et vous remarquez qu'au final, même si j'ai pas fait l'assemblage, tout a très bien marché. La qualité d'impression est vraiment super nickel. Et puis toujours dans les modèles proposés avec la machine, voilà cette espèce de grand lézard articulé. Là je l'ai fait en très grand, alors pas au maximum, mais déjà une bonne grosse surface. Et là vous voyez que l'impression marche très bien. Et surtout on découvre les changements de couleurs qui se font ultra rapidement avec la machine. Je vous dis, on est en moins de 10 secondes, plutôt 8 secondes en moyenne. Il faut savoir que les bus continuent à rester chaudes en fait systématiquement. Voilà, donc il y a très légèrement la purge qui prend en fait aussi un petit peu de temps, mais l'impression vraiment s'enchaîne sans aucun souci. À la fin, on voit que l'impression a duré quand même 14h35. Maintenant, je me pose la question de combien ça aurait été avec une imprimante classique multicouleur, et le résultat, il est vraiment super nickel, super coloré. La première couche a très bien adhéré. Il y a vraiment les détails, les nervures, tout ça. Le côté multicouleur, pas de bavure, vraiment top. Et là, un autre projet, un porte-téléphone, en forme de chat. L'idée était de tester le multicouleur, mais plutôt la qualité des surfaces. Le lézard avant, c'était rigolo, mais là, ce que je voulais voir, c'était est-ce que j'avais des belles courbures et surtout une belle continuité au niveau des couches sur l'axe vertical. Oui, différentes têtes dit peut-être des problèmes de désalignement. Et au final, non, j'ai quand même plutôt une qualité d'impression qui est vraiment super nickel. Et vous remarquez que je peux poser mon téléphone, donc pas de problème d'alignement, mais toujours une tour de purge finalement relativement conséquente. Par contre, j'ai eu un moment un petit problème pour une pièce qui n'accrochait pas du tout au plateau. J'ai relancé l'impression je ne sais pas combien de fois avant de me rendre compte dans le profil du filament par défaut, que j'utilisais pourtant avant, que la température du plateau était à 0 degré. Comment ça peut être changé? Je n'ai aucune idée. Je vais changer la température du plateau, j'ai relancé l'impression et aucun problème. Là, ça a très bien marché pour, c'est un petit modèle pour un de mes exos sur Fusion 360. Aucun souci, mais j'ai toujours pas compris le pourquoi du comment que c'est arrivé comme ça. Toujours pour mes préparations d'exercices sur Fusion 360, j'ai lancé des plateaux réguliers avec des tests d'impression. Vous voyez des espèces de codes de mailles articulées, de l'emporte-pièce, des parois fines, pour être sûr que ça accrochait bien. Et franchement, l'impression se passe bien. On remarque des fois comme des petits déchets qui tombent à l'arrière, pas dans le petit capot réceptacle qui est fait pour. C'est pas très grave. Et surtout, mes impressions, vous voyez, l'espèce de code de mailles marche très bien. J'ai une tour d'amorçage qui est vraiment très légère. La petite, marche bien. La toute petite, un peu trop petite, honnêtement. Et puis surtout, mes emporte-pièces ont très bien marché. Et surtout, j'hésite pas à faire du multicouleur parce que c'est beaucoup plus simple. Et en gros, c'est zéro stress à le faire. Toujours pour Fusion, l'espèce de base de morpion, très classique avec un couvercle. Et surtout, c'est que je fais beaucoup d'itérations. Et j'ai mesuré le temps qu'il fallait à l'imprimante entre le moment où je lance l'impression et au moment où l'impression, elle se lance, on va dire, même sur la machine. Et on est sur un temps d'environ à peu près 4 minutes pour lancer tout le process. Donc c'est pas la plus rapide, mais c'est clairement pas la plus longue. Pour moi, 4 minutes, c'est largement un temps tout à fait raisonnable. Ce qui est assez cool, l'impression en elle-même se passe bien. Et vous voyez, je n'hésite pas à faire du multicouleur. Et ça, c'est vraiment top. J'ai fait mes 2 pièces et vous voyez mon petit morpion très basique. Il marche très bien.
Alors là, je suis parti dans un test totalement différent. J'ai fait ce petit dinosaure articulé multicouleur qui a des changements de couleur jusqu'en haut. Donc beaucoup de changements de couleur. Mon idée n'était pas forcément que de voir la qualité d'impression, mais faire quelques petits tests d'expérimentation autour notamment de la tour d'amorçage, la tour de purge. Là, si on regarde bien, le temps estimé au niveau de l'impression, on est sur 6h18 avec notamment 43 grammes au niveau de la tour de purge. Donc voilà, les statistiques dans le slicer, c'est toujours intéressant à voir. Ensuite, je n'ai plus qu'à lancer directement l'impression. L'imprimante, alors là, il y a des petits trucs aussi. Vous voyez, mon imprimante, elle était plus sélectionnée. Il faut que je la resélectionne dans le slicer. Je l'avais utilisée quand même juste avant. Elle s'était déconnectée. Donc là, j'attends la connexion. La connexion se fait. Et puis les filaments, ils n'apparaissent pas. Je clique sur le bouton pour éditer les filaments. Hop, ça apparaît. Par contre, très bien synchronisé. Aucun souci. Mais ce petit décalage comme ça, déconnexion, vous allez voir, ça revient assez régulièrement. Il n'y a plus qu'à envoyer ça à l'imprimante. Donc, il va mettre ces 4 minutes comme ça à le lancer. Vous remarquez que dans le slicer, on peut monitorer directement ce qui se passe au niveau de la caméra. Et je vous laisse apprécier le nombre d'images par seconde, le nombre de FPS. On est à une FPS à peu près en moyenne, ce qui est assez décevant. On a une bonne qualité d'image, mais c'est pas terrible. Bref. Je lance l'impression, permet de monitorer les choses, et là tout se passe bien, donc on peut toujours admirer ce changement rapide de tête, ce qui est vraiment agréable. Là, c'est pas accéléré, ce que vous voyez, c'est vraiment du temps réel, et l'impression à la fin, elle est nickel. Je me retrouve avec un temps total de 5h51, donc c'est quand même 27 minutes plus rapide que ce qu'estimait le slicer. Et là, je l'ai relancé. Par contre, vous remarquez une chose, il n'y a pas de tour d'amorçage. J'ai vraiment voulu comparer entre les deux, déjà la qualité d'impression, mais aussi le temps. Et là, vous remarquez que mon modèle, au premier coup d'œil, vous allez voir par la suite, semble franchement plutôt très bien, et que au niveau du temps, je suis ici à 4h25. On est passé de 5h51 à 4h25. C'est quand même pas rien. On a 1h30 de différence juste en enlevant la tour d'amorçage. Comme quoi, c'est quelque chose qui prend quand même énormément de temps lors du process d'impression 3D. Et puis, j'ai fait une autre version avec une tour d'amorçage, par contre, vachement plus petite. Et cette fois-ci, on est sur un temps d'impression de 4h37. Donc, vous avez vu, là, on est par rapport à 5h51, 4h37, on a quand même gagné 1 heure et plusieurs minutes. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces tours d'amorçage, j'ai baissé la taille, mais j'ai aussi augmenté la vitesse d'impression dessus et la quantité de filaments à faire. Mais pour dire que ça joue énormément sur votre temps d'impression. Mais au final, ce qui est important, c'est voir la qualité d'impression. Sur la version donc tour de purge complète, c'est vraiment nickel. Il y a 0 défaut. C'est vraiment ultra beau. Il n'y a pas de bavure, rien de tout ça. Les couches s'enseignent bien. Il y a quand même, vous voyez, cette tour d'amorçage qui est quand même relativement, on va dire, conséquente. Et là, maintenant, c'est la version sans tour de purge, donc la deuxième. Et l'impression, franchement, semble plutôt bien. Mais si on regarde un petit peu plus près, notamment sur l'arrière, on voit quelques bavures, principalement au niveau du noir. Ici et là, alors, pour un prototype, c'est pas très grave. Si vous voulez vendre vos modèles, c'est quand même pas terrible. Et enfin, la version avec la tour de purge minime, et donc je vois aucune différence avec la version tour de purge complète. Vraiment, il y a rien, il y a pas de bavure, rien de tout ça. La qualité d'impression est aussi bonne. Et vous voyez, il y a quand même une différence de taille de tour de purge quand même non négligeable entre les deux. Et si on passe au niveau du poids, la première tour de purge, 40 grammes et la deuxième 6,3 grammes. Donc vous voyez, de jouer sur la densité, la vitesse et tout, modulo votre impression bien sûr, ça peut jouer quand même radicalement sur la quantité de matière première, mais aussi de façon drastique sur votre durée d'impression. Ce qui veut dire que là, en baissant cette tour de purge, on va arriver à un temps d'impression quasiment aussi rapide que de l'impression monocouleur, monofilament. Alors, un peu moins, mais vous avez vu, la différence de quelques minutes n'est pas gigantesque entre aucune tour de purge d'amorçage et la minime, comme quoi, ça peut vraiment valoir le coup d'optimiser un peu tout ça et peut-être des améliorations à faire dans le profil par défaut de la machine. Et maintenant, je vais vous parler d'un projet que j'ai fait sur mon temps libre, un caisson pour mettre au-dessus de la machine, que j'ai modélisé directement dans Fusion 360. Je vous ferai un petit making-of sur
sûrement en vidéo par la suite. Je pense un projet intéressant à partager avec vous. Alors, j'ai fait beaucoup d'impressions pour ça, pour tester notamment les tolérances, les emboîtements par rapport au châssis de la machine, d'où le fait d'avoir la machine dans mon bureau à côté de moi pour voir, effectivement, est-ce que ça rentre bien, j'ai les bons jeux, voilà, au niveau de cette machine. Ce qui veut dire, j'ai fait beaucoup d'allers-retours avec le slicer, avec Fusion, les exportations. Voilà, j'ai enchaîné pour me rendre compte, des fois que les pièces, j'avais un petit décalage, tout ça. Donc, c'est vraiment important quand vous faites on va dire, de la conception, de pouvoir itérer très rapidement, de pouvoir voir si ça marche bien. D'où le fait de vous rappeler, il y a quelques instants, je vous montrais le temps, en fait, qu'il fallait pour lancer une impression. Oui, si l'imprimante met 20 minutes à chaque fois pour lancer une impression, c'est un peu galère. Donc là, 4 minutes en moyenne, franchement, c'est très bien. J'ai pas eu de problème, vous voyez, d'accroche sur le plateau, sachant que j'ai fait des impressions relativement larges, quasiment à chaque fois au maximum de la taille de la machine. Donc vraiment, des qualités d'impression vraiment nickel, sur le dessus, le dessous, avec des supports plats, notamment tester l'ironing pour les supports, vraiment nickel. Et vous voyez, j'ai fait quand même beaucoup d'essais, et encore, ce n'est qu'une petite partie de tout ce que j'ai fait au final. Vous remarquez que je parlais d'ironing il y a quelques instants, les supports s'enlèvent très facilement, ce qui me laisse un super état de surface pour voilà ces pièces de conception. Voilà, c'est vraiment un truc qui marche très bien avec cette machine. Les emboîtements pour le système d'aspiration à l'arrière marchent très bien. J'ai pu mettre un système avec des aimants, tout rentre. Donc en gros, j'ai aussi un respect des cotations, ce qui est un truc aussi critique parce que d'avoir une belle machine qui fait des jolis multicouleurs, c'est cool, mais si les tailles sont pas respectées, ça peut forcément être assez problématique. Donc j'ai bien sûr enchaîné les impressions finales, pas en bleu tout moche, mais plutôt on va dire en blanc, ce qui n'est pas fait au moment où j'enregistre cette vidéo. J'ai encore besoin de faire l'assemblage, mettre des petites LED à l'intérieur. Vous verrez ça par la suite. Donc au final, projet plutôt cool pour tester effectivement la machine très concrètement. Autre projet un peu différent, des borniers de distance pour mon club de tir à l'arc, voilà, que j'ai imprimé sur la machine. Et puis là, j'ai eu une galère pendant l'impression, problème d'axe, du mouvement d'axe sur l'axe X, ça atteint les limites. Et puis là, l'impression bloquée, impossible de la redémarrer. J'ai pas compris ce qui s'est passé, donc j'ai dû carrément redémarrer la machine. Et l'impression qui est vraiment restée bloquée. Toutefois, je relance l'impression, là même, j'ai rien changé. Et là, ça s'est passé nickel. Pourquoi? Je n'en sais rien. Petit couac. Alors là, c'est du PLA imprimé sur la tranche, de couleur, pareil, franchement, nickel. Mais pourquoi j'ai fait cette impression-là? Le but, c'est de l'imprimer directement en NASA et pas du tout en PLA. Ça va être à l'extérieur. Les intempéries, donc change un petit peu les paramètres. Et j'ai même essayé d'utiliser du PVA, le filament soluble, comme interface de support. Je vous disais bien que ça n'allait pas vraiment marcher, mais j'ai quand même voulu essayer. Et en fait, pourquoi j'ai ce caisson que j'ai montré juste avant, c'est pouvoir essayer de garder le plus possible la chaleur à l'intérieur. Mais j'en reparlerai un peu au moment de la conclusion. Donc là, pareil, on lance directement le process, on envoie ça à la machine, on peut toujours monitorer dans l'application. Donc vous voyez l'intérêt de mon caisson. Alors, deux choses. Bien sûr, c'est essayer de garder la température à l'intérieur, important pour de l'ASA. Mais l'autre, c'est aussi, et vous voyez, il y a un tuyau à l'arrière, c'est de filtrer les particules directement liées à l'imprimante, parce que l'ASA, c'est peut-être pas non plus le meilleur pour la santé, donc c'est même pas garder la chaleur, c'est histoire de respirer de l'air un petit peu plus propre. Mais au final, résultat un peu patatras, problème d'accroche au niveau de l'ASA, en fait plutôt c'est au niveau des supports, il y a du wrapping très important, même si j'ai mis un petit peu de colle, j'ai pas trop réussi. Je dis que c'est mon filament, donc je teste avec un autre filament jaune, une bobine neuve, parce que ma bobine était sûrement très humide. Je peux monitorer ça avec l'application pour téléphone portable, ce qui est quand même assez pratique. Et là, l'impression en jaune a beaucoup mieux marché, mais support pas terrible. Et surtout, j'ai un problème de rouge. La buse s'est bouchée. Le pourquoi du comment, je n'en sais rien, mais résultat pas très concluant sur ce test. Et je reviens en multicouleur avec ce masque de Pipecoff. Vous avez peut-être vu dans une autre vidéo, quelqu'un m'a dit « Ouais Thomas, j'aimerais vraiment que tu le fasses et tout ». Sauf que moi, c'était 3 jours d'impression. Je me dis non. Donc j'ai dit « Je vais lancer quand même l'impression de celle-là », sachant que le temps estimé est de moins de 24 heures, en fait moins de 19 heures. Je me suis dit « Ouais, pourquoi pas ». Et là, j'ai eu des galères d'impression non-stop. Là, ici, par exemple, vous voyez un problème de détection de spaghettis. Donc la machine a marché, mais à même un petit peu de temps, en fait, il manque du noir. Je comprends qu'il y a du noir qui marche pas. En fait, j'ai eu des problèmes de buse bouchée.
sans m'en rendre compte, je ne le savais pas du tout, mais la machine a commencé à imprimer. En fait, j'ai des problèmes d'accroche sur la première couche, vous allez voir comme ça un petit peu plus loin. Voilà, le noir n'a pas marché. Je vous dis, pas de message d'erreur, rien du tout. Après avoir corrigé le problème, là, l'impression, elle, s'est bien passée. Et c'est vrai que c'est cool de voir une impression qui peut aller relativement vite. Je précise, ma tour de purge ici d'amorce, je l'ai un peu réduite par rapport à l'original, histoire donc de gagner du temps. Et par la suite, l'impression en elle-même s'est très très bien passée, hormis ce côté de couleur, on va dire noir, qui a déconné. À la fin, j'ai une impression qui a duré 18h22, donc même un petit peu plus rapide que ce qui était prévu donc par le slicer. Mais je vous montre quand même toutes les tentatives d'impression qui n'ont pas marché à cause du noir en fait au début. Tout ce que vous voyez là, c'est des impressions que j'ai dû arrêter, des couches qui se décollaient. Oui, en fait, la couche n'était pas vraiment accrochée au plateau parce qu'il y avait ce problème de noir qui décalait. Donc voilà, ça c'était le petit souci sur ce projet qui m'a un petit peu frustré. Maintenant, si on regarde la qualité d'impression, c'est vraiment super beau, pas de bavure, c'est bien aligné. C'est par contre typiquement le genre d'impression qu'il aurait fallu faire avec des couches d'impression un peu plus fines, pas du 0,2, mais peut-être du 0,12. Et là, tu es arrivé effectivement à 24-48 heures d'impression 3D. Voilà, ça aurait peut-être valu le coup, mais franchement, c'est très bien. Et vous voyez, ma tour d'amorce est quand même toute petite et qui fait gagner énormément de temps. Et vous voyez, au final, je n'ai que 23 grammes de tour d'amorce comme déchet, tout simplement, pour ce genre d'impression. Pour du multicouleur, c'est vraiment cool. Et un dernier petit test, parce que je sais qu'on va me poser la question, et le multi-TPU. Alors, je dis, on va essayer. Alors, modèle très basique, un cône de Lübeck noir et gris. En fait, j'ai que du TPU noir et gris, et du orange. Je veux dire, pourquoi pas du orange? Eh bien, parce que, effectivement, comme vous le voyez, ça marche de faire de l'impression multi-TPU, mais il faut quand même un filament, il faut du 95. Vous pouvez pas, par exemple, faire un filament beaucoup plus souple. Le short, donc cette dureté, va vraiment jouer. Donc le filament, par défaut, typiquement, le noir que vous voyez, c'est du Snapmaker, avec le profil proposé par la machine, et le gris est un filament d'une autre marque, mais qui a aussi le même short, la même dureté. Au final, impression vraiment nickel. Bon, elle est très simple, bien sûr, c'est des couches qui s'enchaînent, mais voilà, c'est pas de problème d'alignement. Il y a vraiment une super continuité. Il y a le côté flexible pour dire que voilà, là, la U1 marche très bien avec le filament TPU, mais attention à cette dureté. Et maintenant, je parle d'une petite galère que j'ai eue. Vous voyez, je voudrais envoyer ce modèle-là à l'imprimante. L'imprimante est bien sélectionnée, mais je n'ai aucun filament, notamment pour indiquer quelle couleur je vais avoir pour cette espèce de modèle 3D derrière. C'est un pilulier. Ouais, je sais, je suis vieux. Vous voyez, je veux l'envoyer. Impossible de l'envoyer directement à la machine. Je suis bloqué. La raison est simple, c'est que les profils de filaments étaient des profils par défaut. Mais vraiment profil défaut, pas des profils PLA, machin chouette et tout. Ce qui fait que dans le slicer, l'imprimante, les machins, etc., impossible à voir. J'ai mis du temps avant de comprendre que c'était ce problème de le type de profil finalement qui était pas le bon. Alors comment c'est arrivé? J'en ai aucune idée. Ce qui veut dire que j'ai essayé de voir ce qui se passait. L'imprimante est bien connectée. Je voulais passer par la clé USB avec un G-code. Il mettait G-code qui n'était pas reconnu. J'ai vraiment été bloqué. Donc j'ai corrigé, j'ai lancé l'impression qui, elle, s'est très bien passée pour ces petits essais de modèles, notamment paramétriques. Mais voilà, pour dire que attention justement à vos profils de filaments. Allez, il est temps de faire la conclusion sur cette machine. Vous avez vu qu'elle était d'impression nickel, multicouleur, super rapide, pas de déchets, mis à part les tours d'amorce. Et vous l'avez vu, on peut réduire drastiquement la quantité de tours d'amorce. Alors attention, toutefois, à des impressions très hautes, si la tour est trop petite, etc., ça peut basculer, tomber et faire rater votre impression. Donc l'économie, c'est bien, mais voilà, faut pas non plus pousser mes mères dans les orties, si on peut dire, mais vous avez vu sur tous les prints que j'ai fait, c'est vraiment un moyen de gagner du temps, de façon quand même non négligeable. Vous avez vu, j'ai quand même gagné 1/5 de temps sur l'impression du dinosaure, un peu plus d'1/5. C'est quand même pas négligeable. Donc les gens qui font de la production en permanence, qui font des plateaux entiers, si vous réduisez, par exemple sur un print qui doit durer 12 heures, vous grattez, je sais pas, 2-3 heures, sur le long terme, c'est quand même de l'économie, de l'amortissement sur la machine. Donc ça, franchement, c'est un sans faute. Le fait d'avoir donc ces 4 filaments qui s'enchaînent au fur et à mesure des temps très courts, et surtout si votre tour de purge est encore plus petite, d'amorce, vous gagnez vraiment, ces changements de couleur sont ultra rapides. Ce qui veut dire, et c'est pour moi le truc le plus important, bien sûr avec la qualité d'impression, je n'ai plus d'hésitation du tout à faire du multicouleur. C'est vraiment le changement radical pour moi. J'ai toujours été réticent. Voilà. Ce qui veut dire que quand j'ai des machines maintenant multicouleurs en test qui n'ont pas ce changement de tête,
Ah, c'est un peu embêtant pour moi parce que bah, je reviens finalement un peu en arrière. Ce qui veut dire que je ne sais pas si c'est le futur, le multitête pour des raisons de mécanique, de durée de vie, genre de choses, parce que c'est quand même plus de mécanique, c'est 4 têtes différentes, potentiellement 4 fois plus de panne, j'en sais rien, mais pour dire que ça peut quand même jouer. Je n'ai pas un retour sur le très long terme, mais l'imprimante, elle n'est plus neuve maintenant. Il y a quand même pas mal de gens qui ont cette machine-là depuis quelques temps. Voilà, on voit à droite à gauche, les retours dans l'ensemble sont quand même très positifs sur la machine. Mais pour dire que voilà, on est sur la suite et j'ai du mal à imaginer que maintenant, en 2026, toutes les marques n'aient pas une imprimante au moins multitête. Maintenant, il faudra voir un petit peu le prix. On est quand même, et attention, je vais quand même moduler ce que je viens de dire sur les imprimantes, on va dire monobuse multicouleurs. C'est que, effectivement, j'ai une imprimante à 250, 300, 400 euros. Je ne peux pas m'attendre la même chose qu'une machine qui vaut 900 euros. Voilà, modulo les promotions aussi. Donc, faut aussi garder ça en tête. Mais dans des machines à plus ou moins ce prix-là, multicouleurs, ça va être dur pour la concurrence parce qu'elle marche franchement très très bien. Donc, le positif, je vais pas forcément m'étaler dessus. Vous l'avez vu, j'en suis très content. C'est-à-dire que même les menus sont pas je peut-être voulu un petit peu plus au niveau des menus quand même à proprement parler, parce qu'on sent un petit peu limité. Vous allez dire, bah ouais, mais Thomas, moi je suis plutôt geek, j'aimerais bien rentrer un peu dans la configuration. Eh ben, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire que vous pouvez rentrer l'IP dans votre navigateur et vous arrivez directement dans l'interface de Clipper. Il y a les scripts, etc. On peut tout bidouiller avec. Il y a vraiment l'accès complet à la machine. On peut carrément avoir un accès route si vous le voulez pour vraiment aller au-delà d'eux. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'ils ont réussi à garder à l'extérieur une approche plutôt grand public, mais si on veut geeker, ils n'ont pas bridé les choses comme font certains fabricants où, en gros, l'interface web, c'est envoyer un fichier, on voit la caméra et on a l'historique et ça s'arrête là. Et donc ça, pour moi, c'est aussi un point qui est très positif. Alors, je vous cache pas que je n'ai plus le temps d'aller creuser dans les configurations de Clipper et ce genre de choses, mais si vous le voulez, vous le pouvez. Donc franchement, très 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 gros plus. Après, les à côté, il y a le design qui est plutôt sympa, les bobines sur le côté fait qu'on gagne quand même de la place par rapport à un module externe. Alors c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas les mêmes bobines toutes du même côté, ce qui fait que ça élargit un petit peu la place sur la machine. C'est du chipotage. Autre truc aussi un petit peu dommage, c'est que vous avez les portes-bobines sur le côté qui sont, on va dire, il faut clipser la bobine directement à l'intérieur par force, alors que il n'y a rien, il n'y a pas d'entraînement. C'est juste de la roue libre. Ce qui veut dire qu'il y aurait juste on va dire un tube, une tige pour supporter la bobine, ça aurait fait exactement la même chose. Alors dire, bah, ça change quoi, Thomas? C'est plus joli, c'est plus sympa. Non, parce que si votre bobine a un trou de taille différent, vous pourrez peut-être pas la rentrer ou peut-être qu'elle va tomber. Alors, j'ai pas eu de problème avec les bobines que j'ai utilisées, mais vous avez vu, j'ai fait une vidéo où je me plains des tailles de spool. Ça aurait vraiment pu m'arriver sur cette machine-là. Bref, voilà, pour dire, le détail, c'est pas très très grave. Donc pour résumer le positif, ça imprime bien, c'est super rapide, la qualité est là, c'est customisable, l'imprimante est belle, elle est pratique, elle a tout de bien. Vous allez dire, ouais Thomas, il y a peut-être quand même des petits défauts. Vous en avez vu quand même certains au niveau donc de cette vidéo. Les problèmes sont pas vraiment matériels, bien que j'ai quand même bouché 2 fois des buses, donc une fois avec de l'ASA, ce qui peut arriver là-dessus, mais surtout une fois avec du PLA, pour aucune raison. Et ça, 2 fois des bouchages de buse sur des machines récentes maintenant, c'est un petit peu dommage. Sachant que il faut quand même démonter les têtes et tout, la maintenance du fait que ça c'était multitête est un petit peu plus compliqué. Alors, il y a des vidéos en ligne, il y a un wiki qui est très bien fait, quand même ça c'est aussi un point positif pour tout ce qui est documentation. Donc on se sent pas seul. D'ailleurs, j'aurais presque préféré plus de vidéos et moins de textes d'images, mais c'est pas grave, avec YouTube on trouve tout ce qu'il faut, donc j'ai pu démonter vraiment aucun problème. Mais par rapport à d'autres machines qui proposent des systèmes de bus qui vont se déclipser, là, c'est pas vraiment le cas. Donc, point d'amélioration. Donc ça, c'était le premier point sur le côté matériel. C'est peut-être un peu du chipotage, mais ça arrive un peu trop souvent. Maintenant, le vrai point négatif pour moi, c'est la partie logicielle. Alors, le positif dans le négatif, c'est que le logiciel, on peut faire des mises à jour au niveau du slicer, du firmware, etc. Donc, c'est des choses qui vont sûrement se gommer avec le temps. Mais j'ai quand même régulièrement ce problème de déconnexion de la machine. J'imprime un truc, puis je sais pas, la machine reste utilisée pendant 10 heures, 5 heures, une nuit tout simplement, et je relance et là la machine n'est plus connectée. Il faut que je la reconnecte, c'est pas grave, c'est un clic, mais il faut que je le refasse. Et on attend que les filaments arrivent. Ou à un moment, il y a une espèce de déconnexion, la machine est plus listée, il faut se reconnecter. Donc voilà, c'est pas grave, mais c'est les petits énervements
qui pourraient être évitées. Et vous allez dire, bah, c'est Clipper et tout. Non, parce que toutes les autres marques que j'utilise comme imprimante 3D, je n'ai pas ces déconnexions comme ça hyper fréquentes. C'est pas critique, mais au quotidien, voilà, c'est énervant. Alors, avec le temps, je sais que je laisse la machine lui prendre le temps de rafraîchir les filaments et tout, mais comme vous l'avez vu, dans le slicer aussi, à un moment, pourquoi mon profil officiel directement au niveau de la couche, enfin les couches standards, le lit était à 0 degré alors que j'avais imprimé avant avec le même profil et que les couches étaient à une bonne température? Je n'en sais rien. Sachant que, en plus, vous savez, quand on modifie les paramètres dans le slicer, lorsqu'on a corrigé une valeur, il y a une petite flèche pour indiquer revenir en arrière. Et là, c'est même pas moi un mauvais clic avant. Déjà, j'avais pas édité les profils du tout de filaments. Et quand je suis allé dedans, bah, c'était vraiment le profil par défaut. Pourquoi? Je n'en sais rien. Voilà, donc ces trucs-là sont arrivés. Comme vous l'avez vu, donc quasiment à la fin, avant cette conclusion, pourquoi je suis arrivé sur un profil générique de filaments et pas de PLA et tout? J'en sais rien, je ne sais pas du tout comment c'est arrivé là. Sachant que je faisais que des prints que j'enchaînais sur des modèles entre guillemets à moi, pas des modèles chargés depuis un slicer externe. Voilà, donc pour dire que il faut faire attention à ce genre de choses. Donc quand on le sait, on contourne légèrement les petits trucs, mais c'est dommage d'avoir une machine à point de vue technique aussi excellente. Voilà. Et que la partie logicielle demande un petit peu plus de peaufinage. Voilà. Donc, c'est pas non plus, on va dire, ultra critique. Je suis pas en train de mettre la machine en l'air. Je vous le disais dès l'introduction. Elle repart chez moi, la machine. Je vais l'utiliser. Il y a pas de sujet. Il y a pas de sujet. Donc, vraiment, elle est très bien. Maintenant, il y a un défaut, que je vais vous dire, mais je pourrais dire sur n'importe quelle marque qui fait du multicouleur à l'heure actuelle dans l'ensemble, c'est qu'il n'y a que 4 couleurs. Et là, j'aurais bien voulu avoir une 5e buse. Comme je le dis si souvent, quand vous faites des petits personnages multicouleurs, souvent on a du blanc pour les yeux et le noir pour la pupille, et il vous reste plus que 2 couleurs pour le reste. D'avoir une 3e couleur pour du multicouleur en complément, ça aurait pu être relativement bien. J'ai une autre imprimante qui a donc jusqu'à 7 couleurs. Eh ben, c'est vraiment confortable. Donc, moi, ce que j'attends, maintenant, je n'en sais rien, je n'ai aucune information, c'est que la A2 arrive plus tard, format 35 par 35, et qu'on ait par exemple 5 ou 6 têtes, voire 7 têtes, ce serait vraiment idéal. Et là, c'est impression sans limite. Ça aurait vraiment été cool. Comme le truc, j'ai pas pu tester, il y a aussi des buses qui sont normalement disponibles, mais qui sont pas arrivées au moment où je faisais le test, de 0,25, 0,4, 0,6 et 0,8. Ça peut être cool, effectivement, d'avoir plus de têtes pour avoir des buses, typiquement une buse de 0,8 pour certains prototypes, une buse 0,2 pour de la finesse, et en gros, pouvoir jongler directement entre les filaments. Voilà, donc ça, ce serait bien. Faut pas se leurrer, ça va arriver. Mais quand, comment? Aucune idée. Bref, voilà, des choses extrêmement positives. Vous allez sûrement revoir la vidéo, enfin la machine dans d'autres vidéos par-ci par-là, des making-of, etc. Comme par exemple celle de ce caisson, voilà, vous avez vu donc avant dans la vidéo, c'est le prototype, vous allez voir la version finale. Je partagerai les liens directement pour ceux qui veulent télécharger et donc l'imprimer. Voilà, il y a les LED, etc., la ventilation, l'extraction, le capot sur le dessus, une petite poignée pour l'ouvrir, le glisser sur l'arrière. J'ai passé du temps, je me suis éclaté sur ce genre de projet. Bref, voilà, j'en suis content. C'est la conclusion voilà, réelle de cette machine. Maintenant, comme je vous disais à l'introduction, lâchez-vous en commentaire, posez-moi vos questions, vos retours sur la machine. Surtout si vous avez la machine, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez aussi eu ces petits problèmes de slicer? Est-ce que point de vue buse bouchée, est-ce que vous l'avez eu aussi ou j'ai peut-être pas eu de chance? Tout simplement. Voilà, faites-moi un petit peu vos retours sur la machine. Bien sûr, vous likez, vous vous abonnez. Vous avez les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Thread, etc. Voilà, n'hésitez pas à échanger avec moi, il n'y a aucun souci. Le canal donc de discussion de la vie de Polyworkshop sur donc Instagram. Et puis vous avez Discord pour partager vos créations, vos making-of, pourquoi pas. Et puis surtout, moi je vous dis, n'oubliez pas, le plus important c'est d'être créatif. Allez, des gros bisous. Bye bye.